Bonjour à toutes et à tous. Que recouvre vraiment la notion d'outre-mer lorsqu'on parle de cinéma? Et que révèle-t-elle des rapports de centre et de périphérie, des conditions de production, de diffusion et de reconnaissance des films? C'est à ces questions que s'attache l'Observatoire des enjeux vivants de l'éducation aux images, un séminaire initié par l'Archipel des Lucioles et l'IRCAV de la Sorbonne Nouvelle. La captation que vous allez entendre ouvre la seconde saison du cycle 2026. Elle restitue une table ronde organisée le 2 avril. Bonne écoute. J'ai pas trop besoin de raconter d'où ça vient ce projet, mais l'Archipel des Lucioles est une association d'éducation aux images qui coordonne des dispositifs connus sur le temps scolaire et hors temps scolaire. S'associe à la Sorbonne Nouvelle, et plus précisément au Master d'IAT des images, pour mener cette réflexion sur le chantier de l'éducation aux images contemporain, on pourrait dire. Et donc notamment avec Perrine Boutin et Mélanie Boissonneau et les étudiants de Master 1. Et voilà, je passe la parole à Mélanie. On a aujourd'hui la particularité de la séance, c'est elle a été pensée quand même en amont par les étudiants qui ont choisi le thème. Il y avait une très très longue liste proposée par l'archipel. Et c'est le thème d'aujourd'hui qui a été choisi, donc on est très contents. Et je remercie encore les étudiantes et les étudiants qui ont participé à tout ça, parce que même s'ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont quand même bien travaillé. Donc merci beaucoup. Et donc voilà, avec Mina et Rosemary, on va mener les échanges avec vous. Et merci encore de vous être rendus disponibles malgré les décalages horaires, voilà, qui en fait tombent pas trop mal pour qu'on soit tous réunis sans que ce soit le milieu de la nuit pour qui que ce soit. Même si à La Réunion, c'est pas loin, mais on va y arriver. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Mina ou Rosemary, je ne sais plus qui avait proposé de commencer, peut-être pour présenter notre thème. Du coup, alors on est ravis de vous accueillir pour cette table ronde sur les regards d'outre-mer. Et du coup, on va commencer par demander à nos intervenants s'ils peuvent se présenter en répétant votre nom et votre prénom, et aussi si vous présentez les structures dans lesquelles vous travaillez, votre métier, si possible. Moi, c'est Valentine Gaffio, je suis coordinatrice générale de l'association Cinécourt, qui est une association qui est née en 2016 à La Réunion. Elle a été fondée par Elsa Damani, qui en a été sa directrice jusqu'à fin 2024. Et elle est présidée par Christine Salem, qui est une musicienne, comédienne très influente dans le monde culturel réunionnais et aussi national de manière générale. Et nous, l'association Cinécourt, c'est une association qui permet l'émergence du cinéma. Donc, on travaille énormément sur l'émergence du cinéma et on rapproche les personnes éloignées pour des raisons géographiques, économiques, du milieu professionnel du cinéma à La Réunion, dans l'objectif de créer une nouvelle génération qui est déjà arrivée, etc., mais de perpétuer cette création de génération de jeunes cinéastes et techniciens, techniciennes. Et pour ça, on a plusieurs dispositifs que je détaillerai peut-être un peu plus tard, j'imagine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, c'est Solène Payette, je suis assistante de direction à Cinécourt. Très bien, merci. Et peut-être qu'on peut passer à Nicolas Seri. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, donc Nicolas Seri, moi je suis auteur-réalisateur, assistant réalisateur à Mes Heures Perdues aussi. Je suis passé par un des dispositifs de Cinécourt, voilà, donc ça sera peut-être détaillé après, je sais pas avec Valentine, mais en tout cas moi j'avais fait le dispositif Talent la Cour et qui m'a permis par ce biais-là, de réaliser finalement mon premier court-métrage professionnel, Reine Kayam, dont on verra un extrait, je crois, tout à l'heure, et qui a été produit par Mondina Film et Anne Bergeon. Et Anne Bergeon, je l'ai rencontrée vraiment, pas directement par ce biais de Talent la Cour, mais ça a été vraiment... Si j'avais pas fait Talent la Cour, je n'aurais pas croisé Anne. Donc voilà. Et avec Anne, on continue. On a fait un deuxième film ensemble qui s'appelle Cabri mange salade, qui a été fait en 2023. Et on est sur un troisième film qu'on tourne en mai, là, dans très peu de temps. Voilà, donc c'est une affaire qui dure et on peut dire que c'est beaucoup grâce à Cinécourt, par exemple. Et du coup, maintenant, il en reste qu'un. Guillaume Robillard, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, donc Guillaume Robillard, plusieurs casquettes. Dans un premier temps, je suis réalisateur, pas aussi souvent que souhaité, mais j'ai commencé par la pratique.
Et à un moment donné, en plus d'une formation en école de cinéma, l'ESSEC précisément, à Paris dans le 12e, je me suis tourné vers le milieu universitaire parce que j'avais le souhait de compléter l'enseignement que j'avais reçu par ce qu'on appelle la théorie du cinéma. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que quand on dit théorie, très vite les gens se figurent Gilles Deleuze, Hegel, Kant et compagnie. Mais j'avais envie d'aller vers plus d'histoire du cinéma et plus d'analyse. Et globalement, j'ai validé un master et dans le cadre de la dernière année de master, j'ai fait une première recherche sur le cinéma antillais, Guadeloupe-Martinique, pour une raison bien précise et simple, c'est que je suis né et que j'ai grandi en Guadeloupe. Et je me suis demandé ce qu'il en était de cette production cinématographique sur place. Et ça a dégagé pas mal de pistes. Et je me suis lancé un pari fou. Je me suis dit que si j'obtenais une bourse pour faire une recherche doctorale, eh bien, je ferais une analyse intégrale du cinéma antillais. Et voilà, donc ça, c'est la seconde casquette. Ce qui fait que par ailleurs, j'enseigne dans le milieu universitaire depuis 2014. Ça commence à dater. Et donc, en particulier, vous avez parmi vous une étudiante qui est passée sur les bancs de certains de mes cours. Et je dirige également la programmation d'un festival de cinéma en Guadeloupe. Voilà dans les grandes lignes. Merci à tous pour vos présentations. J'espère que ça a été clair à peu près leur rôle et leur positionnement pour cette table ronde. Alors, on a décidé d'organiser ce temps d'échange avec différents grands thèmes, entre guillemets. On aimerait commencer tout d'abord par vous questionner sur qu'est-ce que c'est, entre guillemets, la définition d'outre-mer. Parce que c'est vrai que c'est un terme qui peut être parfois assez flou et qu'on trouve aussi que la notion d'outre, ça peut avoir une certaine vision néocoloniale du point de vue de la France. Donc on s'est permis de mettre une petite carte à votre disposition, sait-on jamais, pour rappeler certaines géographies. Donc on va aussi faire dans cette table ronde un focus particulier donc sur la Réunion et la Guadeloupe, étant donné que ce sont les îles où vous habitez et où vous travaillez, de ce que j'ai cru comprendre. On vous a mis dans la slide juste après donc une petite citation et on aimerait que vous vous exprimiez dessus. C'est donc une citation de Lionel Jospin qui dit qu'il n'y a pas un outre-mer, mais des outre-mer. Et donc en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire pour vous quel est le sens porté par cette notion d'outre-mer ? On va commencer par ça. Si vous voulez commencer, Guillaume, et les autres, vous pouvez enchaîner comme vous le souhaitez. D'accord, je veux bien commencer. Alors déjà, l'expression, donc cette citation de Lionel Jospin que je ne connaissais pas est en soi très pertinente. Il y a une réelle diversité des territoires dits d'outre-mer. Il est évident que la réalité insulaire, historique et culturelle, politique de Mayotte diffère considérablement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Guadeloupe, etc. De manière, je pense, assez évidente. Donc c'est vrai que quand on dit l'outre-mer, on fait une forme de gros paquet homogénéisé qui rend difficilement compte de la diversité propre à ces différents espaces. Alors du côté de la Guadeloupe, comme de la Martinique ou de la Guyane, le terme outre-mer est très peu apprécié. Parce que, et vous l'avez dit vous-même, il y a l'idée que ce sont des territoires outre quelque chose et qui positionnent nettement le centre économique et politique et culturel qu'est la France hexagonale. Donc l'idée d'être outre quelque chose, c'est finalement, dans une certaine mesure, accepter soi-même d'être la périphérie de quelque chose. Ce qui me fait rebondir sur une autre expression, c'est-à-dire se positionner soi-même comme périphérie. Ce qui me fait rebondir sur cette autre expression utilisée au niveau européen, ce sont des territoires ultra-périphériques de l'Europe. Alors vous imaginez un peu d'être une ultra-périphérie. Moi, l'image que j'ai toujours eue, c'est que si la Terre était plate, on serait tout au bord, d'un côté ou de l'autre, presque au risque de tomber dans le vide. Donc voilà, donc c'est une expression effectivement qui est très discutée. Et pour le dire à grands traits, il est évident que ce qu'on va appeler très sommairement la pensée antillaise, construite par la littérature antillaise, depuis Aimé Césaire et la négritude, et ça continue avec Édouard Glissant
et ses concepts de relations, de créolisation du tout-monde, les auteurs de la créolité par la suite, etc. Dès les premiers écrits des intellectuels guadeloupéens et martiniquais, d'ailleurs plus fondamentalement martiniquais dirais-je, dès la revue Légitime Défense en 1932 en particulier, il y a tout un travail qui est de se positionner, se mettre au centre de soi-même dans cette réalité dite d'outre-mer. Et à la rigueur de jouer presque à faire un jeu de bascule en positionnant parfois ce centre hexagonal qui est au loin comme étant sur certains points une périphérie de nos réalités insulaires, qu'elles soient du côté de la Caraïbe ou de l'océan Indien. J'espère ne pas avoir été trop long. Pas du tout, absolument pas. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Ou on peut passer la parole à Solène ou Valentine. Je vais rejoindre totalement sur cette idée d'avoir cette notion en fait au pluriel. C'est aussi une idée qui avait été mise en place par Françoise Vergès, du coup, qui est politologue et chercheuse réunionnaise. Elle aussi, du coup, elle parle de mettre cette notion au pluriel car nos réalités sont totalement différentes et on vit pas du tout les mêmes choses. Et du coup, ce terme, en fait, il vient unifier des territoires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tout comme le fait que nos créoles sont extrêmement différents. Du coup, on a parlé de la notion de créole au pluriel également. Donc, c'est vrai que ce terme a besoin de cette pluralité et qu'il est peut-être forcément imprégné du passé colonial. Oui, moi je rebondis aussi là-dessus. Tout a été un peu dit, mais effectivement, moi je sais que si je prends l'exemple juste de mes parents ou de gens de ma famille qui sont pas dans des cercles militants et tout ça, et je pense pas que ce soit un mot qui les choque plus que ça. Par contre, dès qu'on va dans des cercles militants que j'ai fréquenté pas mal ou que je continue à fréquenter un peu, là tout de suite, la notion de colonialisme et tout ça, elle apparaît fortement. Et on se dit que si on prend les choses à l'envers, l'outre-mer pour nous c'est l'hexagone, parce que il faut bien qu'on se positionne à un endroit. Et ce qui est outre la mer pour nous, enfin en tout cas, si on parle en termes de structure étatique, etc., ce serait la France, même si pour nous l'outre-mer ce serait tout le reste du monde finalement. Mais voilà, ce serait si on se place dans ce contexte-là et on retrouve cette notion-là qui fait vriller un peu le cerveau, parce qu'il y a la même chose pour les fruits exotiques. Quand on est en France, on parle de fruits exotiques. Les fruits exotiques, c'est la mangue, la fruit de la passion. Et quand on est à La Réunion, si on se dit ça, c'est des fruits exotiques, non. Les fruits exotiques, pour moi, c'est la cerise, la framboise, tout ce que vous voulez. Après, j'en sais rien, mais c'est pas les ananas, c'est pas les grenadines, c'est pas les fruits de la passion, etc. Donc, il y a cette notion-là où on se dit où est-ce qu'on se situe si on est toujours outre, même quand on est chez nous, on se dit qu'on est outre-mer, que nos fruits sont exotiques, etc. Donc c'est comment on se positionne par rapport à tout ça. Et effectivement, pour moi, et bien entendu, cette question de diversité, quand on est à La Réunion, aux Antilles, et encore nous, on va dire aux Antilles, je suppose que la situation de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont pas aussi tout à fait identiques, donc on le dit aussi avec ce regard-là très lointain. Mais voilà, il y a bien entendu des territoires qui sont complètement différents, même si on partage des choses en commun sur l'histoire coloniale notamment. Mais on va avoir une diversité, donc je comprends le principe des Outre-mer, mais c'est pourtant pas un principe qui me plaît dans sa nomination, tout comme on avait métropole qui désigne un territoire par rapport à ses colonies. Donc encore une fois, on se disait, putain, pourquoi on parle de métropole? On n'est plus une colonie déjà depuis 1946, en théorie. C'est pas que le mot outre-mer, c'est pour moi, il y a plein de choses qui nous rappellent qu'on est quelque part ailleurs, en fait. Voilà. Et qu'on n'est pas entièrement, du coup, comme ceux de l'Hexagone, juste dans le choix des mots. Oui, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, Nicolas. Et effectivement, le jeu de bascule dont je parlais, c'est ce que tu as désigné, c'est-à-dire finalement l'outre-mer pour la Guadeloupe, ou la Martinique, ou la Réunion, etc. C'est tout ce qui est à l'extérieur de nos réalités insulaires, et en particulier cette France hexagonale qui est l'outre-mer de nos espaces. Pourquoi je rebondis rapidement sur ça? Parce qu'en créole guadeloupéen, comme en créole martiniquais, assez souvent pour désigner la France hexagonale, c'est l'autre bas, ou l'autre bas de l'eau, de l'autre côté de l'eau. Donc littéralement, l'outre-mer. Et concernant le terme métropole, et c'est bien que tu l'aies utilisé,
Il est vrai il est utilisé dans la vie de tous les jours en fonction des personnes, mais pareil, en Guadeloupe et en Martinique, il est très très peu apprécié parce qu'il a évidemment le bagage, pour ainsi dire, colonial de cette histoire coloniale qu'il porte en lui. Donc on dit très souvent l'Hexagone ou la France hexagonale, mais moi je sais que, alors, en particulier dans certains milieux culturels guadeloupéens, quand vous passez dans les médias, mais ne dites jamais métropole. Vous n'y pensez même pas. Vous allez vous faire, mais lâcher. Voilà. Donc tout ça, effectivement, ce sont des questions de termes discutables. Et dans le même temps, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une amie guadeloupéenne, artiste plasticienne et curatrice, et je dis rapidement, oui, ça concerne les territoires d'outre-mer. Et alors là, elle s'enflamme, elle s'emporte. Ah, je déteste cette expression. Mais je l'ai vraiment. Bon, très bien. Et je lui dis oui. Bon, mais là, dans l'immédiat, en utilisant l'expression, tu as bien compris de quel territoire on parlait, dans leur diversité. Donc, ça reste des usages qui sont à penser, selon moi, vraiment en fonction des situations et des interlocuteurs. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et moi, je voulais juste rajouter aussi par rapport à ça que justement le terme métropole à La Réunion, il a sa diffusion très largement, hein. Encore une fois, il y a peut-être une nouvelle génération ou peut-être des gens plus conscients de ces problématiques-là qui vont se dire non, on parle plus de métropole, on parle d'hexagone ou de France carrément, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire la France et c'est pas un problème et on parle de l'hexagone quand on dit ça. Et après, pour revenir sur les mots, nous aussi, du coup, alors nous, on va dire où là dessotte la mer, c'est-à-dire que tu as été passé au-delà de la mer. Et souvent, quand on dit dessotte la mer, c'est pour parler de dire qu'on va en France, ou alors on va dire pays Lafray. Je sais pas si Solène ou Valentine, il y a d'autres expressions qui viennent en mots, mais en tête, mais il y a pays Lafray. Et pays Lafray, c'est le pays du froid. Donc là, automatiquement, on parlera pas forcément de Russie ou de Canada, j'en sais rien, mais ça désigne la France, ouais, pour nous. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. C'est vrai que c'était pas mal d'avoir un certain consensus, hein, sur le thème outre-mer avant d'aller plus profondément dans le domaine du cinéma, parce que c'est là que vous évoluez et que nous, où est-ce qu'on aimerait aller plus tard. Et du coup, on voudrait continuer la table ronde en vous demandant c'est quoi les défis que vous rencontrez lors de la fabrication du film. Il y a Nicolas, tu es cinéaste, Guillaume, tu l'as été, et Valentine et Solène, vous travaillez dans une association qui doit chercher activement des financements pour accompagner des projets. Et du coup, la question, c'est quand vous cherchez des financements et que parfois vous faites face à des instances de la France hexagonale comme le CNC, c'est quoi les défis que vous rencontrez? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, dans les commissions du CNC, dans les aides, justement, il y a une aide, on appelle ça communément, on va dire entre nous, le CNC Outre-mer, mais il y a une aide spécifique. Alors, on peut se dire que cette aide-là, pourquoi est-ce qu'on aurait une aide spécifique si on est entièrement dans le système français? Et en même temps, le cinéma est quand même, mine de rien, beaucoup plus émergent. Alors, peut-être moins aux Antilles qu'à La Réunion, mais il est vraiment émergent et je pense que sans ce fonds-là, on aurait beaucoup de mal à faire nos films. Je prends l'exemple de mon prochain qui est mon troisième film et malgré tout, les autres aides du CNC, elles nous passent sous le nez. Et le CNC Outre-mer, effectivement, moi je l'ai eu les 3 fois pour mes films. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de films de La Réunion, hein. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ne parviennent pas à franchir cette étape-là. Mais c'est encore plus dur sur l'aide à la diversité et l'aide, la VR2, donc l'aide avant réalisation. Enfin, la VR1 à VR2, du coup, la VR1, c'est une aide qu'on a pour les premiers films et la VR2, c'est pour les deuxiêmes films et plus. Et c'est des aides très, très, très sélectives. C'est l'aide la plus sélective pour le court-métrage, je crois, en France. L'aide à la diversité, pareil. Elle est vraiment assez sélective, mais un peu plus abordable. Et le CNC Outre-mer, comme c'est vraiment sur des thématiques qui concernent vraiment l'Outre-mer, il y a moins de projets. Donc, on va dire que c'est moins sélectif en termes de quantité de projets. Et ça nous permet de faire nos films, bien que on puisse se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a une aide spécifique? Et ça rejoint un peu les concepts de discrimination positive, ou je sais plus comment on appelait ça, il me semble. Donc c'est un peu ce concept-là, il me semble, pour nous permettre de rattraper un peu un retard structurel à ce niveau-là. Mais
voilà, on tombe encore sur des propos. Voilà, bah, c'est sur des retours de commission. Je me rappelle, je sais pas qui l'a dit, tant mieux, mais c'est un retour du CNC où on nous avait dit concernant mon film, mon premier film, le risque avec ce genre de film, c'est de travailler avec des acteurs, des comédiens non professionnels et que en gros, il y avait un risque pour la qualité du film et que c'était pas justifié de nous aider à cause de ça. Sauf que des films hexagonaux avec des comédiens non professionnels, il y en a tous les jours. C'était bizarre d'avoir ce genre de réponse parce qu'on se dit pourquoi est-ce que. Parce que je crois que c'est vraiment, on parlait pour ce genre de film, c'était la notion de film qui se tournait dans l'outre-mer justement. Et c'était de se dire, bah, donc, on n'a pas les mêmes droits que les autres. On part avec un a priori déjà très négatif où on se dit, les comédiens non professionnels, ça va faire un mauvais film, alors que ça se passe depuis longtemps en France hexagonale et que ça pose pas de problème et qu'on donne des financements quand on tourne avec des enfants ou des jeunes ados. La plupart du temps, ils ont très peu ou voire pas du tout d'expérience. Et pourtant, on donne quand même des aides à ces films-là au CNC en AVR 1 ou 2. Donc, ça, voilà, c'est ce genre de difficultés-là qu'on peut rencontrer si on parle de, de financement hexagonaux. Et il y avait aussi une grosse barrière au niveau des chaînes de télé où c'était très difficile parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait l'expérience de rencontrer des gens de France 2 en festival quand j'avais été invité au Sénégal. Et c'est beaucoup plus facile de leur parler, même s'ils sont assaillis de toutes parts, mais de pouvoir leur parler, de se présenter, de dire, ben voilà, mon film c'est ça, et ils ont vu mon film, j'étais là. Donc c'est quelque chose qui reste, et grâce en partie à ça, on a eu un achat. Donc c'était pas un pré-achat, le film était déjà fait, mais on a eu un achat de France 2 pour mon premier film, Ren Kayam, qu'on aurait peut-être jamais eu si j'avais pas pu le rencontrer au Sénégal. Et j'ai été invité sur mon Ren Kayam au Sénégal et à Luxor en Égypte. J'ai jamais été invité dans l'Hexagone. Et donc, il y a un frein aussi en termes de réseau, de rencontres, etc., où on n'est pas tous les jours à Paris-Cours-de-Vent, à Brest, à je sais pas où, enfin, à pouvoir rencontrer tous les diffuseurs et se présenter personnellement et de présenter ses films et de pouvoir discuter avec ces gens-là. Et ça c'est un très très gros frein, le réseau aussi justement, qui joue pour la diffusion, mais qui joue aussi pour la conception en termes de reconnaissance. Alors ça a un peu évolué parce que Cinécourt notamment a fait venir parfois des responsables de courts-métrages pour France Télé, enfin, etc. Donc voilà, ça a tendance à se contrebalancer, mais c'est pas encore. Bien sûr qu'on n'a pas la même possibilité de rencontrer ces gens-là que dans l'Hexagone. Et voilà, après, il y a d'autres problématiques propres au territoire en lui-même, en termes de techniciens et autres, mais ça, j'en parlerai après si on a le temps, et je laisse la parole aux autres. Oui, je voulais rebondir sur la question du CNC Outre-mer, hein, tel qu'on nomme cette commission. Et c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à une époque, il a fallu créer cette commission, indiquait bien qu'il y avait une certaine difficulté d'écoute vis-à-vis des projets qui venaient des territoires dits d'outre-mer. Et en particulier, l'une des personnes qui a œuvré pour la création du CNC Outre-mer est Osange Silou, Kiefer, qui était journaliste spécialisée en cinéma et qui était la première historienne du cinéma antillais, et c'était également une spécialiste des cinémas africains. Et elle a beaucoup œuvré pour la création de cette commission, mais dans l'idée qui était que ce soit une commission comme une étape, dans une logique, tu l'as très bien dit Nicolas, de discrimination positive, on peut le dire rapidement, comme ça, mais que ça devait être une étape, parce que si on a le CNC Outre-mer à côté, c'est qu'on est bien des territoires traités d'une manière tout à fait différenciée. Et la relation entre le CNC et les Outre-mer est une histoire très complexe. Aussi parce que pendant longtemps, nous sommes un certain nombre à le savoir, la taxe qui est prélevée sur chaque ticket de cinéma en France, la fameuse TSA, la taxe spéciale additionnelle, qui est de souvenir de l'ordre de 10,72% du prix de chaque ticket. Cette taxe n'a pas été prélevée dans les territoires d'outre-mer de 1963 à 2016. Et ça a été un grand point bloquant. Les professionnels du côté des Antilles, comme j'imagine de la Réunion, l'ont très vite compris.
en se disant que si cette taxe n'était pas appliquée, qu'elle n'était pas prélevée dans les territoires d'outre-mer, ces territoires risquaient d'avoir un peu moins accès à certains dispositifs de financement. Alors, ça ne se vérifie pas tout à fait, hein. Le CNC a quand même financé un ensemble de choses en outre-mer, que cet été, collège au cinéma, lycée au cinéma, certaines aides pour certains films, bien sûr, globalement. Mais je peux dire d'expérience, on va dire directe, par des sources directes, que lorsqu'il a fallu, par exemple, faire le passage au numérique, donc acheter des projecteurs numériques, parce qu'on cessait d'utiliser la pellicule pour les projections en salle, la Guadeloupe comme la Martinique se sont vues opposer une fin de non-recevoir du CNC, et l'argument a été explicitement le non-prélèvement de la TSA dans les territoires d'outre-mer. Donc dans l'idée, si vous ne mettez pas la main au pot, il n'y a pas de raison qu'on finance, qu'on vous soutienne sur ce type d'action. Donc ce sont les régions qui ont assumé intégralement le financement des projecteurs numériques. On parle de centaines de milliers d'euros, hein, je le rappelle. Donc on a des cas comme ça. Tout ça pour dire, globalement, parce qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures, que déjà cette relation entre le CNC et les territoires d'outre-mer a, je crois, pendant un certain temps, et il me semble que c'est en train de changer, que ça change déjà, même s'il y a toujours des démarches à faire avancer de notre côté. Et pendant longtemps, ça a été une relation assez particulière et pas particulièrement agréable. La relation entre le CNC et les Outre-mer, me semble-t-il. Et je voulais, oui, et donc depuis 2016, il y a l'application de la TSA. Et en plus donc, du fait que désormais ces territoires d'outre-mer ont officiellement accès à toutes les aides du CNC, pour le dire rapidement, c'est un dossier assez complexe. La TSA surtout, il me semble que ce qu'elle apporte aussi, c'est qu'on a enfin un chiffrage officiel des publics en outre-mer. C'est-à-dire que maintenant, chaque année, on sait qu'il y a eu tant de millions d'entrées à La Réunion, tant de millions d'entrées en Guadeloupe ou en Martinique. Et en particulier, je pense que la non-application de la TSA, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages pendant longtemps, d'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez consulter un article que j'ai fait sur le site de Conversation sur cette question. Il y a toute une chronologie avec des collectifs et des hommes politiques qui sont montés au créneau à plusieurs époques, dans les années 80, 90, 2000, etc. Donc c'est vraiment un dossier qui traîne depuis longtemps, qui a longtemps traîné. Et aujourd'hui, on a un chiffrage officiel des publics, ce qui fait qu'on peut en particulier avoir un chiffrage officiel du potentiel économique de nos productions locales sur ces territoires. Et je vous donne et donc, tant qu'on n'avait pas ce chiffrage officiel vérifié par le CNC, les institutions, le CNC, mais également les producteurs, les boîtes de production, tout financeur potentiel, pouvaient très bien arguer du fait qu'on n'avait absolument aucune idée du potentiel économique de ces productions. Et si vous n'avez pas un public qui est validé, pour ainsi dire, avalisé, vérifié, eh bien, vous allez avoir des difficultés à trouver du financement. Ça, je pense que ça a vraiment été un élément bloquant pendant très, très longtemps. Et je finis en donnant un exemple très précis. En 2016, on a le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny qui sort. Dans un premier temps, Guadeloupe, Martinique et Guyane, et ensuite en France hexagonale, comme ça se fait assez souvent pour les films antillais. Et il a fait sur les 3 territoires que je viens de citer, ce qu'on appelle les départements français d'Amérique, 40 000 entrées. Et c'est à peu près le nombre d'entrées qu'il a fait sur le reste de la France. Ça veut dire qu'il a doublé, avec ce chiffrage officiel, grâce à la TSA, son nombre d'entrées a été officiellement doublé. Et lorsqu'il a été voir des producteurs pour son film suivant, qui est Fanon, qui est sorti l'an dernier, si mes souvenirs sont bons, eh bien, il avait 80 000 entrées dans sa besace et pas 40 000. Donc voilà, toutes ces questions-là font que cette relation entre le CNC et les territoires d'outre-mer a été assez difficile, mais on voit que les choses avancent. Maintenant, dans l'absolu, on peut se demander si le CNC outre-mer doit continuer à exister comme structure, mais ça, c'est un vaste débat. Moi, je voulais peut-être un peu prendre la suite pour un peu décentrer du CNC parce que c'est pas les seuls financeurs du cinéma et aussi parler du rôle des régions et notamment, je parle sous le contrôle de Solène et Nicolas, mais historiquement, la région Réunion, ça a été une terre de tournage, mais de tournage nationaux et internationaux avec des équipes techniques qui venaient à La Réunion en amenant toutes les équipes techniques, tout le monde, etc. Et en fait, la région s'est emparée de cette question-là, de la formation en fait, des Réunionnais, Réunionnaises au métier du cinéma pour que en fait, y ait des retombées économiques et qu'il n'y ait pas besoin de venir avec
toute son armée de personnes qui ne sont pas forcément du territoire et de former des techniciens, techniciennes. Donc, il y a une vraie volonté aussi de la région Réunion de développer en fait la filière professionnelle du cinéma à La Réunion qui s'est du coup structurée, notamment via un tissu associatif qui est né. Moi, je parle de Cinécourt parce que je connais, etc. Mais il y a aussi la région est une des régions françaises qui octroie beaucoup d'aide à l'écriture, au développement, pour le développement des films et notamment des jeunes auteurs émergents, ce qui a permis non seulement d'avoir des personnes formées à la technique, mais aussi une émergence de cinéastes qui ont pu porter leur voix et leur regard sur leur propre territoire, avec des courts-métrages qui sont maintenant produits. Nicolas pourra nous en parler particulièrement, mais avec des cinéastes qui sont maintenant avec une carrière établie, qui passe du coup à la deuxième voire troisième réalisation de court-métrage, qui passe aussi à la série et maintenant avec des personnes qui écrivent du long. Et là, je parle de la fiction, mais il y a aussi beaucoup de cinéastes de documentaires, etc. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un vrai rôle politique régional qui a été mis en place pour développer un cinéma réunionnais. Oui, c'est très juste de préciser ça. On a une dynamique similaire du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Et en particulier, quand je dis qu'il y a eu un rapprochement entre le CNC et les territoires d'outre-mer, ça passe entre autres par les conventions, CNC Région. Du côté de la Guadeloupe, de souvenir, la première convention CNC Région a été signée en 2008. Donc on parle de choses qui sont assez récentes, avec la création d'un bureau d'accueil des tournages, etc. Et de même, la formation, la professionnalisation du secteur, avec cette idée qu'il faut à la fois favoriser la venue de tournages qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a aussi des retombées économiques, lorsque vous avez une série comme Meurtre au paradis qui est tournée ici en Guadeloupe, pas très loin de là où je suis tout de suite, dans la commune d'EDR, vous avez plusieurs mois de tournage, et puis ça va ruisseler dans différents secteurs qu'on sait, les locations de voitures, l'hébergement, la restauration, la sécurité, la téléphonie mobile et j'en passe. Donc il y a cet aspect-là, les tournages venant de l'extérieur, qui par ailleurs participe à la professionnalisation du secteur, puisqu'on a désormais des techniciens qui tournent beaucoup plus de jours à l'année. C'est quand même un problème qu'on a longtemps eu, c'est-à-dire qu'on avait des personnes formées qui étaient parties en France hexagonale pour se former, qui revenaient, qui se retrouvaient dans un tissu économique très peu structuré, il faut vraiment dire les choses. Et les réalisateurs des premières décennies du cinéma antillais étaient plus que des combattants, c'était des fous furieux. Il n'y avait pas de matériel à louer sur place, il n'y avait presque pas de techniciens compétents, des comédiens qui venaient du théâtre, et d'ailleurs ça donne un cinéma dans lequel il y a un jeu quand même assez souvent théâtral dans certains films, malheureusement, en tout cas de mon point de vue. Et puis il y avait pas de bureau auquel s'adresser, il n'y avait pas de commission audiovisuelle au niveau de la région ou du département, etc. Donc on était vraiment sur quelque chose de très peu structuré. Aujourd'hui, ces tournages qui viennent de l'extérieur font qu'on a des techniciens qui, tout simplement, travaillent plus de jours à l'année, ont leur fameux régime de l'intermittence du spectacle, ça c'est une seconde donnée importante, et puis qui surtout manipulent du matériel en permanence, et travaillent avec des équipes qui viennent avec un certain niveau de compétences. Et dans le même temps, le développement de la production locale. Et je trouve, alors du côté de la Réunion, on vous observe avec beaucoup d'intérêt du côté de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Guyane, je dois vous le dire. On souligne très très souvent votre grande capacité de structuration. Il est vrai que vous êtes beaucoup mieux structuré que nous le sommes actuellement en Guadeloupe ou en Martinique, ou en Guyane, même s'il y a beaucoup de progrès. Et je trouve qu'il y a quand même un certain dynamisme de la production locale du fait des commissions qui ont été créées, des budgets qui sont alloués par les régions, notamment dans le cadre de la convention CNC Région. Puis certaines chaînes de télévision aussi s'y sont mis, Canal+. Il a vraiment fallu tambouriner à la porte de Canal+ pendant très très longtemps pour que Canal+ Overseas ait un réel programme de production locale. Et ça aussi, il y avait vraiment beaucoup d'éléments bloquants. Je me permets de préciser que dans le statut de Canal+, Outre-mer, mais c'est le cas pour Canal+, globalement,
il est stipulé dans sa constitution, pour ainsi dire, qu'il y a une obligation de production sur les territoires où Canal+ passe. C'est un certain pourcentage de ses recettes. Et pendant très, 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 très longtemps, Canal+, du côté des Antilles ou de la Guyane, n'a tout simplement quasiment rien produit. Et il a fallu, là encore une fois, que des professionnels se structurent en collectif, aillent jusqu'à l'Assemblée nationale, auprès des ministres, du ministère des Outre-mer, etc. Il y a eu un très, très gros travail qui a été fait. Et Canal+ s'est mis à produire, maintenant chaque année, on a un certain nombre de courts-métrages, de documentaires qui sont faits par Canal+. Je peux dire que j'ai une actualité récente, une série documentaire sur Édouard Glissant. Je suis un fou furieux d'Édouard Glissant. Série qui s'intitule Héritage Édouard Glissant, diffusée sur MyCanal. C'est un achat Canal+. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que tout ça, effectivement, ça avance, mais il y avait vraiment beaucoup de points bloquants, avec quand même l'impression qu'il n'y avait pas un grand désir de production sur les histoires de ces espaces. Et je pense que c'était aussi lié à l'éloignement, déjà. Ce sont des territoires qui sont loin, qui sont lointains pour le centre hexagonal, il ne faut pas l'oublier. Et puis une méconnaissance de ces territoires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu plus d'intérêt pour ces productions des territoires dits d'outre-mer, parce que plus globalement, les médias hexagonaux, la population hexagonale connaît un peu mieux les outre-mer que ça n'était le cas il y a 15 ou 20 ou 30 ans, etc. On a un traitement médiatique beaucoup plus régulier de ces territoires. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais la Guadeloupe, par exemple, des années 70, 80, 90, n'était quasiment pas connue du côté de l'Hexagone. Et si vous avez une fréquentation médiatique de certains espaces qui peuvent être loin, vous avez en tant que financeur et en tant que public peut-être plus d'aptitude à être réceptif à des histoires qui viennent de ces espaces. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué, mais je m'arrête là pour le moment parce que je parle beaucoup. Moi, j'ai envie de dire à Guillaume que si la Guadeloupe était méconnue et par rapport à ces histoires, imagine ce que peut être la Réunion, puisqu'on nous disait que la Réunion était aux Antilles. Souvent, les Réunionnais entendaient ça énormément. Donc, ça veut dire qu'on était encore moins connus que les Antilles, je pense, en termes de couverture médiatique. Ou après voilà, si c'est l'explosion du volcan, si c'est chikungunya, requin et compagnie, oui, on en entend parler, mais c'est vrai que globalement, la couverture médiatique était un peu plus compliquée, on va dire. Et puis dans l'imaginaire aussi, voilà, c'était ça. C'était souvent, on situait la Réunion aux Antilles, donc on se disait, bon, on part de très loin quand même. Excuse-moi, je me permets rapidement une anecdote, je vais dans le sens de ce que tu dis. Lorsque je suis monté à Paris pour faire mes études, alors je vais donner une date qui va effrayer certains d'entre vous, c'était en 2004. Je discutais évidemment de la Guadeloupe avec mes camarades d'école de cinéma. Bon, il y avait une méconnaissance tout à fait évidente sur à peu près tout. Et j'ai régulièrement eu, la question, des questions du type, mais la Guadeloupe, c'est dans le Pacifique, hein. Voilà, des choses comme ça. Donc, vraiment, des territoires lointains qui étaient vraiment vus. Disons que c'était très flou. Les embruns de la mer floutaient l'image comme ça de ces territoires. Mais je ne voulais pas te couper, Nicolas, excuse-moi. Non, mais c'était, ouais, c'est ce que je voulais dire, mais pour l'anecdote. Mais après, il y a aussi le fait, pour revenir sur Canal, par exemple, que là où il y avait cette difficulté, c'est qu'effectivement, ils ont commencé à financer, ou en tout cas à participer, à lancer des appels à projets, des choses comme ça pour des productions qui se font vraiment sur le territoire. Et là où il y a eu un problème et que ça a mis du temps à émerger aussi, c'est que au niveau du CNC, pour revenir au CNC, sur la VR3, il me semble, j'aurais pu l'intituler, je sais pas, je chercherai après peut-être, mais la VR3, c'est lorsqu'on a un préachat télé, on dépose un dossier à cette commission sélective, et si on a une aide, c'est l'aide équivaut au montant du préachat télé. Donc c'est une aide qui est pas négligeable. Et cette aide-là, elle est attribuée à un film uniquement, donc si elle a un préachat qui dépasse un certain montant minute, alors je ne saurais pas vous dire les chiffres, et si ce film est diffusé dans une case de court-métrage, et Canal+ Réunion n'avait pas de... Enfin, Canal+, je pense,
nationalement, mais pour les territoires d'outre-mer, il n'y avait pas de case de documentaire, de case de court-métrage. Oui. Et du coup, ils ont créé une case qui s'appelle, je crois, la case des cours, si je dis pas n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a pu accéder à la VR3 en ayant un préachat de Canal+. Mais c'était pas le cas. Alors, je ne saurais pas vous dire la date, mais c'était encore une contrainte supplémentaire de se dire ça y est, Canal+ finance les films dans l'outre-mer. Et puis quand on dépose une aide et que Canal+ achète le film, on peut pas déposer la VR3, une aide à la VR3 parce qu'on n'est pas éligible, parce que la case court-métrage n'existe pas. Sur France 2, vous avez il y a Histoire courte, je crois que c'est France 3, France 2, je sais plus le nom de la case. Mais voilà, chaque chaîne a ses cases, et c'était pas le cas de Canal+, pour l'outre-mer en tout cas. Donc c'est encore une contrainte supplémentaire qui vient se rajouter souvent à d'autres problématiques déjà existantes. Oui, tout à fait. Mais sans charger la barque, pour aller dans ton sens, il y a vraiment eu un ensemble de dossiers qui ont été traités ces 20 dernières années pour débloquer tous ces mécanismes qui ne se mettaient pas en route ou toutes ces absences de mécanismes. Je pense, et là je parle pour les Antilles, je ne me prononcerai pas pour l'île de la Réunion, bien que je connaisse un peu votre terre, puisque mon père y habite. Il est du côté de Rivière-Saint-Louis, dont j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises. Mais du côté des Antilles, je pense qu'au niveau local, il y a eu la part de responsabilité du côté du centre hexagonal, qui globalement, à travers différentes institutions et boîtes de production, montrait très peu d'intérêt pour ces territoires. Avec encore une fois cette question qui était que le potentiel économique de ce cinéma n'était pas prouvable. Ça, c'est vraiment une question qui je pense, n'est pas anodine. C'est un aspect important, ce n'est pas le seul. Mais du côté de nous-mêmes, j'ai envie de dire, au niveau local, je pense qu'on a pendant longtemps manqué de conscience ou de désir de nous institutionnaliser. C'est-à-dire de passer par des dispositifs institutionnels français, parce que nous sommes de fait des territoires français, dans des réalités très différentes au niveau géographique, historique, culturel, linguistique, bien entendu. Je vais le dire de manière un peu acerbe, mais enfin, visiblement, tout le monde est marron. Qu'est le marronnage? Tout le monde est nègre marron. On est tous nègres marrons. Alors évidemment, c'est quand même une utilisation un peu abusive, je trouve, de cette figure historique. Alors je rappelle que les nègres marrons, c'était les esclaves qui fuyaient les plantations esclavagistes et qui se réfugiaient dans les montagnes. Mais le marronnage est effectivement une image extrêmement structurante de ces sociétés. Et à vouloir être marron tout le temps, alors qu'on peut très bien l'être de temps à autre et de certaines manières, il y avait aussi une forme de rejet de cette dimension institutionnelle. Et on a, au bout d'un certain temps, je dirais, après 2 générations de réalisateurs pour les longs métrages de fiction, ceux qui arrivent à la fin des années 70 et ceux qui se positionnent dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, on a enfin compris qu'il fallait passer par cette institutionnalisation, excusez-moi, pour pouvoir mieux jouer dans la cour du financement qu'est globalement le système français. Sans minimiser les politiques régionales, on en est bien d'accord, du côté de Cinécourt. Merci beaucoup pour vos points. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de ce côté-là, mais c'est vrai que pour faire un film, il faut bien évidemment des financements. Et je ne sais pas si ça vous tente de peut-être visionner un extrait maintenant. Oui, on peut. Super. Alors, je ne sais pas exactement dans quel ordre on a pu mettre les extraits, mais je pense qu'on va commencer par une vidéo de Cinécourt. Parce que donc, vous nous avez tous envoyé des vidéos aujourd'hui. C'est le festival Le Fémi. Voilà, on la regarde et on pourra la commenter par la suite. Pourquoi t'es là? Et toi, pourquoi t'es là? Faut pas croire que tu vas rester les bras croisés à la maison. Tu pourras nous aider au jardin. Je me suis lancée dans un parcours de survie. Je trouve que les gens sont souvent méchants et sans cœur des fois. Arrête-toi! L'imagination de l'homme qui crée beaucoup de choses. Sac patate. Aussitôt, Kigali est quadrillé par l'armée et les milices. Une véritable chasse à l'homme débute. Pose ton arme! C'est un policier qui est malsain, c'est un policier qui est colonial. Mon Dieu, comme vous êtes français! Fais là! Mets-toi un peu là. Assieds-toi. Vous êtes qui? Tu prends pour qui?
Chacun fait ce qu'il veut dans ma maison. La négritude peut se définir d'abord comme prise de conscience. Pourquoi on tient tant à ces nominations, à ces différences de couleur de peau? Vraiment, là, je suis fière d'être métisse. Nous cherchons encore notre place dans le cinéma français. Il y a assez de voix que moun pas capable culture et acteurs culturels en considération. Faut ça changer. Et pour ça changer, faut nous faire ça changer. Nous pouvons apprendre une chose à l'humanité. C'est l'art du limite. Merci beaucoup. C'était donc le teaser du festival FEMI que vous avez pu voir. Alors, je pense qu'on va, entre guillemets, enchaîner avec un autre extrait dans pas longtemps, mais peut-être que Guillaume, vous pouvez nous dire quelques mots sur le festival FEMI, comment il se déroule et quelle est votre implication dedans et quel rôle il peut jouer dans l'économie ou l'importance cinématographique de la Guadeloupe. Dans les grandes lignes, le FEMI, on a donc célébré la 30e édition là, il y a quelques jours. C'est un festival qui a vraiment le mérite de sa longévité. En fait, il a été créé en 1992 par un groupe de femmes. Et au départ, c'était un festival de films de femmes ou de films faits par des femmes. Et c'était une émanation directe du fameux festival de Créteil. C'est l'équipe de Créteil qui a formé l'équipe de femmes guadeloupéennes qui ont créé ce festival en 1992. Il y a eu quelques années où il n'y a pas eu d'édition, vous l'aurez deviné, donc on arrive à la 30e cette année. Dans les grandes lignes, c'est un festival qui se focalise sur les cinémas caribéens depuis très longtemps, mais on peut bien se douter que si on ne programmait que des films caribéens, on n'en aurait pas assez chaque année. Et même s'il y en avait assez, il faudrait trouver le financement pour les faire sous-titrer ou les faire doubler. Donc évidemment, on n'est pas dans cette possibilité économique-là. Donc le FEMI se concentre sur la Caraïbe insulaire et continentale, l'Amérique latine, le sud des États-Unis, le continent africain et l'océan Indien. On a inclus l'océan Indien dans notre appel à films depuis 2022, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, ça fait que chaque année, on a plein de films réunionnais, en court-métrage et en documentaire. Vous raflez souvent des prix d'ailleurs. Il faut reconnaître que le FEMI est très généreux avec vous, ou des mentions. Et donc voilà pour l'action, j'ai envie de dire, du FEMI. À titre indicatif, c'est un festival qui, depuis longtemps, par son militantisme, on peut le dire, le dynamisme des créatrices de ce festival, c'est un événement qui a réussi à inviter, à recevoir en Guadeloupe des gens comme Danny Glover, comme Mel Vivian Peebles, qui est l'un des pères du cinéma noir américain, ou une comédienne noire américaine comme Angela Bassett, ou un comédien comme Richard Gant, etc. Donc quand même une certaine visibilité. Et puis évidemment, des personnalités des Outre-mer que nous connaissons bien, Harry Roselmack par exemple, ancien présentateur du JT de TF1, etc. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour le FEMI. Alors maintenant, il faut reconnaître que c'est un festival qui fait un peu old school, qui fait un peu vintage, comparé aux autres festivals qui sont apparus sur le territoire guadeloupéen. Aujourd'hui, on en a 7 ou 8, ce qui commence à être peut-être trop pour un si petit territoire. L'équipe du FEMI se fait fort d'être dans une logique de paix sociale entre les festivals. Donc, on fait en sorte de bien échelonner nos événements. On évite de se chevaucher au niveau calendaire, etc. On fait en sorte d'avoir des programmations qui se distinguent le plus possible. Mais on a quand même aujourd'hui beaucoup d'événements, beaucoup de festivals de cinéma sur ce territoire. Donc, c'est, pour vous le dire très sincèrement, un festival qui survit assez difficilement depuis que j'en ai repris la programmation que je gère depuis 2020. Donc c'est beaucoup de malice et c'est aussi beaucoup d'arrangements militants avec des gens qui veulent venir au festival, qui vont s'arranger pour gérer leurs déplacements et puis nous, on leur donne un coup de main sur l'hébergement, des choses comme ça. Mais c'est un festival qui peut très bien ne pas continuer très longtemps. Voilà, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si ça a un petit peu répondu à la question. Maintenant, oui, l'impact du FEMI en Guadeloupe, au niveau de l'économie, je pense franchement que l'impact est tout à fait minime. Je ne vois pas de grand potentiel du festival de ce côté-là. Surtout à côté d'autres festivals qui ont des partenaires beaucoup plus costauds, qui ont des prix beaucoup mieux dotés. À titre indicatif, on réussit à trouver 1 500 € pour le prix du long-métrage de fiction. Quand vous avez à côté d'autres festivals, on peut les nommer, Nouveau Regard ou le Festival du Cinestar, qui est notre multiplex,
qui eux ont pour le prix du court-métrage une dotation de 10 000 euros, par exemple. Par contre, là où le FEMI joue, je pense, une carte très importante, c'est qu'on est vraiment dans le soutien à la diffusion de la production locale. Et c'est un festival qui est identifié comme étant une plateforme de soutien et de visibilité de la production guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, caribéenne, etc. Voilà. J'espère que c'est clair. Et on a reconnu deux films, moi j'ai reconnu deux films de La Réunion. Je sais plus le titre du film avec Lorraine, que Valentine et Solène pourront dire, mais il y avait aussi le Coruscant, je crois, des Fred en long métrage. Qui a reçu une mention spéciale d'ailleurs. Du coup, c'est Missouk qui a un film qui a été réalisé dans le cadre de nos dispositifs d'éducation à l'image par la pratique passeur d'images. C'était un film qui a été réalisé en partenariat avec l'association Femmes et Cinéma et la FEMIS et France Télévisions. Et du coup, on avait une thématique via l'association Femmes et Cinéma qui était venue en partenariat autour des violences faites aux femmes. Et du coup, c'est une quinzaine de jeunes de La Réunion qui ont réalisé ce court-métrage collectivement, accompagnés de 3 intervenantes, dont Jawaïne Zantar, qui est une réalisatrice qui était là à Clermont cette année, qui avait un film à Clermont, et 2 techniciennes, Clara et Margot, qui venaient de la FEMIS et qui ont pu transmettre aux jeunes leurs connaissances, et ils ont fait un super film et je suis très contente de le voir dans la bande-annonce du FEMI et qui voyage autant, c'est génial, quoi. Et il est passé à France Télé dans l'émission Libre Cours France 3 du fait de notre partenariat avec France Télévisions. Ah super. Je me permets de préciser très rapidement que le teaser de cette année a été fait par une monteuse guadeloupéenne extrêmement talentueuse, Noémie Abissure. Mais elle s'est autorisée quelques libertés dans le montage. Elle nous a fait un teaser au minimum autonomiste, voire indépendantiste assez musclé. Donc on l'a validé, mais il est vrai que c'est un teaser pour cette édition qui a quand même un côté un peu costaud. Je pense qu'on va gentiment lui demander pour la prochaine édition de faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, modéré. Parce qu'on rencontre évidemment toujours la question du financement. Il faut forcément aller faire des demandes aux institutions. Voilà, c'était pour précision sur ce point-là. Merci beaucoup. Est-ce que ça serait juste peut-être possible, Valentine ou Solène, de répéter le titre du film qui avait été fait par les jeunes? On ne l'a pas entendu, pardon. Excusez-moi. Alors, c'est Missouk, M-I-S-O-U-K. Et ça veut dire en cachette, secret, à la vue de personne. Je ne sais pas comment trop le traduire. Et dites-moi si je me trompe, mais vous nous avez envoyé un extrait. On peut peut-être le visionner si vous voulez, parce que je crois que c'était aussi une création de jeunes, c'est ça? Tout à fait. Avant de le regarder, c'est un film qui a été réalisé alors pas exactement le même cadre que Missouk, mais c'est un film qui a été réalisé dans le cadre de notre action court-métrage, qui est du coup cette action d'éducation aux images par la pratique et qui sont du coup des stages d'initiation au métier du cinéma pour les 16-25 ans. Et nous, à l'année, on essaye de faire entre 4 et 5 stages de 2 semaines où on se déplace dans les quartiers prioritaires de la ville pour aller à la rencontre des jeunes qui ont envie de faire du cinéma, et ils sont nombreux et qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller dans les écoles, que ce soit à La Réunion, parce qu'il y a des écoles de cinéma à La Réunion, ou en métropole. Et du coup, l'objectif vraiment, et ça raccroche un peu ce qu'on disait avant et tout ça, mais c'est que nous, on travaille énormément à l'accessibilité des métiers du cinéma pour faire émerger du coup cette jeune création pays et créer des vocations chez les jeunes. Et du coup, c'est dans ce cadre-là. Donc là, on était dans la ville de Saint-Louis et le réalisateur qui a encadré ce stage, c'est Nicolas Serry. C'est pour ça que ça nous semblait important de vous montrer cet extrait-là. Et du coup, il a été réalisé en novembre 2025. Donc, il est tout récent. Et voilà, peut-être Nicolas, si tu veux dire 2 mots sur le film, je te laisse prendre la suite. Oui, enfin peut-être si on peut voir l'extrait et puis en parler après, mais en tout cas voilà, c'est sur le concept, c'est des jeunes qui ont jamais joué, qui ont jamais tourné, qui connaissent pas du tout le milieu, donc on les encadre pendant 1 semaine sur la découverte du cinéma, du court-métrage, etc. Et on écrit en une journée et demie,
et là, en deuxième semaine, on tourne pendant 5 jours. Donc c'était assez intense et assez, voilà, il fallait être efficace. Donc il y a des choix qui ont été faits pour être efficace au maximum sur ce projet très court. Donc voilà, bon, je vous laisse voir, on peut regarder le petit extrait. Tu te rappelles quand tu viens prendre 2-3 cantés là? Ou bien quand ça va dans le bureau pour gagner un peu sur la cuite. Le tapis là, quand on y passe là-dessus. Cheminée là, il boucane pas trop, hein? Et celle-là, elle boucane pas, merde. Eh, allons, Senga, allons courir. Bon, voilà, c'est une séquence, une séquence du film. Donc, c'est un film qui dure 15 minutes, je crois, il me semble, ou 14 minutes. Et qui, du coup, voilà, traite une personne qui est un jeune qui est enfermé chez lui suite à du harcèlement, etc. Et son ami essaye de le faire sortir pour la première fois depuis des mois. Et il lui refait revivre un peu des trucs du passé. Donc il lui dit, c'est vrai qu'il n'y a pas les sous-titres, mais il lui dit, tu te rappelles quand on venait là chercher le sirop la cuite, dans le sirop qui est extrait des cannes à sucre, tu te rappelles quand on allait dans le bureau demander du sirop la cuite, quand on allait je sais pas où, et puis après il dit, bah voilà, là tu as le tapis roulant où les cannes défilent, tu as la cheminée qui fume pas, qui fume très peu, l'autre qui fume pas du tout. Puis voilà. Et le casque a un rôle primordial là-dedans. Bah, voilà, c'est un peu pour situer le contexte. Le jeune qui est renfermé chez lui, il a son casque en protection et dès qu'il l'enlève, il entend les voix des harceleurs qui le harcelaient. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il remet son casque très vite. Et puis voilà, mais un petit extrait. Je sais pas si on embraye du coup sur le. Parce que c'est vrai qu'on avait proposé ça aussi pour le choix de la langue créole. Alors je sais pas si on peut aller là-dessus tout de suite ou pas. Vous pouvez me dire. Oui, bien sûr, et allez-y, pas de souci. Ben voilà, après c'est sur le choix de langue. C'est vrai que quand on est avec des jeunes dans des quartiers, dans ces quartiers prioritaires qui sont des quartiers quand même très populaires et globalement de toute façon à La Réunion on parle quand même beaucoup créole, hein, partout dans tous les espaces, etc. Et même si bon voilà il y a des contraintes, il y a des choses administratives, scolaires, etc. qui font c'est encore bridé, mais dans la vie de tous les jours il est très employé et c'était même pas une question sur ce film d'atelier de se dire on va tourner en français. C'est pas du tout le truc. Après, effectivement, là, il n'y a pas les sous-titres. Mais je vais pas développer plus pour l'instant. Je sais pas s'il y a... Non, mais justement, les sous-titres, c'est une très bonne thématique. Je crois qu'il y avait des sous-titres, mais c'est vrai qu'elles étaient peut-être un peu cachées par la barre de lecture. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pouvez peut-être... Enfin, vous avez parlé des financements pour les sous-titres, où c'est peut-être plus compliqué, déjà, premièrement. Mais également, est-ce que du coup... Enfin, peut-être une question, c'est est-ce que vous pensez que ce soit la mise en place des sous-titres ou l'emploi du créole ou autre, ça a un impact, entre guillemets, sur sa diffusion, qu'il soit positif ou négatif? Je vais me permettre de parler de la question de l'usage du créole du côté du cinéma antillais. D'ailleurs, Mina se rappelle peut-être d'une séance sur ce que j'ai appelé la dramaturgie de langue entre le créole et le français, ce qu'on nomme en sociolinguistique la diglossie. Hein, c'est un usage inégal entre les deux langues du fait que l'une des deux a pendant très longtemps eu une validation institutionnelle, la langue française, versus le créole dégradé, minimisé, réduit, hein, mal vu. Et donc ça implique des usages différenciés
de chacune de ces langues dans la vie de tous les jours. Bon, on pourra en parler, mais voilà. Et c'est intéressant parce que c'est pas mal utilisé de manière assez intuitive, j'ai envie de dire, assez fluide, assez simple, assez immédiate, dans le cinéma antillais des années 70-80. C'est un cinéma, les longs métrages de fiction sont pour la plupart très créolophones, et en particulier du côté de la Guadeloupe. Ça, c'était le choix du réalisateur Christian Lara, le père du cinéma antillais, puisque c'est le réalisateur du premier long métrage de fiction qui a eu une sortie commerciale en salle, Coco la fleur candidat en 1979. Donc on a le créole qui est utilisé massivement dans certains films, Coco la fleur candidat, je le disais, ou Mamito, pour n'en citer que quelques-uns, avec la dimension politique que cela a. Dans une époque, une décennie en particulier, les années 80, où il y avait de très fortes revendications, au minimum autonomistes, voire indépendantistes. À titre indicatif, la Guadeloupe a failli devenir indépendante au milieu des années 80. Et la Guadeloupe en particulier, un peu plus que la Martinique, il y avait aussi des actions physiques. Il y avait des attentats à la bombe, à peu près 80 attentats à la bombe, avec quelques morts bien sûr sur la décennie des années 80. Donc il y avait tout ce contexte-là, où le créole était utilisé de manière évidente, entre guillemets, parce que c'est effectivement, comme à La Réunion, une langue qui est pratiquée tous les jours par la majorité de la population, mais avec cette dimension politique. Et au début des années 90, à partir du début des années 90, on va avoir un étiolement de l'usage du créole, parce qu'on est face à des réalisateurs qui, je pense, essayent d'avoir un autre public, et se disent, on peut discuter ce positionnement, se disent qu'il faut mettre moins de créole pour toucher un public qui sorte de Guadeloupe, de Martinique ou de la communauté antillaise ou guyanaise de France hexagonale et d'ailleurs. Et on va avoir une réelle défonctionnalisation de la langue créole qui finalement devient une langue utilisée de manière sporadique, éruptive, mais qui n'est plus à même de développer un discours, qu'il soit de l'ordre des sentiments, qu'il soit de l'ordre de la pensée économique, de la pensée politique, etc. Et on a une grande résurgence du créole dans le cinéma antillais, en particulier depuis une dizaine d'années avec les courts-métrages. C'est quasiment systématique l'usage du créole. Et du côté des longs-métrages de fiction, le créole revient en force, en particulier avec un film comme Zion de Nelson Foy, qui est très fortement créolophone. Et je pense que ce retour des langues créoles du côté de cette chronologie du cinéma antillais et guyanais, c'est déjà une forme de marqueur de spécificité, pour le dire rapidement, mais je pense que Nicolas pourra en parler. Le fait aussi que faire des sous-titres aujourd'hui avec le numérique, ça coûte beaucoup moins cher que ça n'était le cas à l'époque de la pellicule. Ce n'est pas une question anodine. Lorsque vous vouliez faire sous-titrer un film sur pellicule pour l'exploitation, il y avait un budget extrêmement conséquent à considérer. Aujourd'hui, si vous connaissez un sous-titreur ou une sous-titreuse professionnelle, pour quelques centaines d'euros, vous faites sous-titrer votre film sans grande difficulté. Là, donc ça, c'est pour cet aspect économique qui fait partie de l'ensemble, me semble-t-il. Et je pense, pour finir, parce qu'il y a une idée qui me vient, je pense qu'on est face à un public qui est peut-être plus à même de regarder des films sous-titrés et qui sont joués dans des langues qui, d'un point de vue statistique, je précise bien Nicolas, d'un point de vue statistique, sont considérées comme minoritaires. Et je pense que c'est lié à la consommation que nous avons des films aujourd'hui, et en particulier les plateformes de streaming. Nous sommes aujourd'hui dans cette réalité qui est que des plateformes de streaming très connues, qu'il n'est pas besoin de citer, vont proposer du contenu qui n'est pas doublé et qui va être simplement sous-titré. Et ce que ces plateformes de streaming qui ont une influence à l'échelle mondiale, elles ont réussi à faire en quelques années ce qu'aucun studio hollywoodien, par exemple, n'a réussi à faire. C'est-à-dire de banaliser le sous-titrage. Et à partir du moment où vous avez un public qui est plus à même de regarder des films sous-titrés, vous allez pouvoir ouvrir, j'ai envie de dire, la porte à un ensemble de langues dans lesquelles on va pouvoir faire jouer des comédiens, mettre en scène des films. Voilà, donc je pense que tous ces facteurs-là expliquent en partie, en tout cas, ce regain des langues créoles dans la production guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise.
Je peux me permettre de poser une question, je te dérange, mais sur ça, Guillaume, et peut-être je la pose plus directement à partir de Solène et Valentine. J'entends ce que tu dis, Guillaume, sur l'aspect, les raisons économiques qui facilitent ça. Moi, j'ai l'impression, comme spectateur, européen, italien, qu'il y a aussi, pour ma part, mais du coup, je veux voir si cette idée, vous la soumettre et voir qu'est-ce que vous en pensez. Il y a au sein de la société, dans son ensemble, aussi un désir de décolonial, sincère, et du coup de se rapprocher de formes de plus en plus décolonialisées, et donc d'un respect. Surtout qu'on voit, et le témoigne le fait que quand on a soumis la liste des thématiques à pouvant être intéressés les étudiants du master, du coup, le choix a été fait sur la question dont on traite aujourd'hui. Aussi, je pense, pour un désir, un besoin de traiter de façon politique et presque militante, de changer un regard autour de ça. Et donc, si ces questions-là, ces raisons-là économiques que tu évoques, qui je n'y nie pas, et du coup je pose la question peut-être à Valentine et à Solène, si vous la testez, qu'il y a un engouement, pardon, c'est pas le bon mot, mais un intérêt vers les cinématographies et les pratiques que vous portez, les territoires, les histoires, aussi parce que à tous les niveaux aussi de la France et en Italie d'où je viens, heureusement, il y a un changement de regard, un désir de se décolonialiser, etc. Si vous voyez ça aussi de votre côté, ou si c'est juste un délire, un rêve d'une société qui n'existe pas. Non, je me permets de répondre très rapidement, et puis je vais laisser la parole à mes collègues. Oui, non, bien sûr, la dimension décoloniale, je ne l'ai pas abordée. Bon, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'écrire 2 livres édités, il vaut mieux qu'ils le soient parce que c'est pas très intéressant, 2 livres sur le cinéma antillais, et le second s'intitule précisément Un cinéma décolonial des personnages du cinéma antillais. Et ce n'est pas un titre choisi à la légère, ni par effet de mode, parce que lorsque vous utilisez un terme comme ça, c'est à double tranchant, hein, ça peut très bien effectivement susciter une certaine curiosité et amener un certain public, comme au contraire peut-être vous mettre dans une forme de niche. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, dans un espace extrêmement particularisé, pour ainsi dire, hein, par rapport à la réception. Bon, force est de constater que c'est un livre qui est quand même très bien reçu, notamment au niveau universitaire, et les universités américaines en particulier, et françaises, ont vraiment sauté sur ce livre avec énormément de rapidité. Pourquoi décolonial ? Parce que le cinéma antillais, et ça j'en suis absolument convaincu, et dans ce livre je tends à le démontrer, est décolonial dès les premiers longs métrages. Et décolonial précisément plus que post-colonial. On ne va pas forcément ouvrir une discussion sur la distinction entre les deux termes, parce que dans ce cinéma, le passé se vit au présent. Quand on parle du présent, on parle quasi systématiquement du passé, et quand on parle du passé, on parle en réalité du présent. Et cette équation passé égale présent s'inscrit tout à fait dans l'un des aspects de la pensée décoloniale, qui est qu'il y a des éléments de continuité entre le passé colonial d'un point de vue statutaire, et la réalité d'aujourd'hui. Et pour revenir sur la question des langues créoles, oui, l'utilisation des langues créoles, dès le début, s'inscrit dans une logique de décolonisation de l'imaginaire que l'on porte sur les sociétés antillaises. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Et je pense que c'est aussi l'un des aspects, l'une des raisons de ce regain très fort des langues créoles dans cette production locale. Moi, je voulais ajouter un peu concernant l'utilisation du créole réunionnais à La Réunion. Dans les années 60 et 80, dans les médias, en fait, le créole, il est occulté. Il n'est pas formellement interdit, mais si à la radio, quelqu'un se met à parler créole, l'animateur fera en sorte de le ramener au français. Et on a aussi une histoire cinématographique beaucoup plus pauvre qu'aux Antilles à cette époque-là. On a un premier long métrage qui est tourné ici en créole réunionnais en 79. S'appelle Moutardier d'Alexis Alastirsef, qui n'est pas un auteur de La Réunion.
Et surtout, le premier court-métrage vraiment un peu plus réunionnais, un peu plus local en créole, ça va être celui de Madeleine Beauséjour, qui s'appelle Comment elle est la source. Et à l'époque, on lui a demandé de changer le titre, car en créole réunionnais, donc pas vendeur, et donc il a été vendu sous le titre de La Source City. Donc c'est pour vous dire à quel point le créole à l'époque était mal perçu. Et si aujourd'hui à La Réunion, il y a autant une volonté de se réapproprier ce créole-là, c'est parce qu'il y a eu cette situation de diglossie, comme disait Guillaume, et c'est vraiment quelque chose de récent. Et ce qui fait que moi, je fais partie d'une génération où mes parents ont été frappés à l'école pour l'usage du créole, et ce qui fait qu'ils n'ont pas voulu nous apprendre le créole à moi et à mes frères. Et c'est le cas de nombreux jeunes de ma génération qui aujourd'hui, du coup, ont beaucoup de mal à parler créole et on a du mal à comprendre nos grands-parents. Et donc, il y a beaucoup maintenant de militants, de militantisme, il y a un regard du militantisme autour de ça, de ces questions-là. Et on le voit particulièrement quand on travaille avec les jeunes aujourd'hui, où il y en a qui sont créolophones et c'est très bien, mais on retrouve quand même beaucoup qui ne sont plus à l'aise avec cette langue qui est pourtant la langue maternelle de leurs parents, de leurs grands-parents. Oui, bah après, moi, par rapport au créole, effectivement, enfin, je pourrais prendre mon exemple, mais voilà, enfin, il y a tout un travail que moi je fais consciemment auprès de mes enfants, par exemple, sur cette langue-là, et qui, eux, par le système, ne la parlent pas malgré tout. Donc je me dis, moi je ne sais pas si je mets la faute sur moi parce que je me dis j'ai pas forcément essayé de rater quelque chose, au contraire. Mais par contre il y a un système qui est en place, il y a l'école, il y a plein de choses et effectivement il y a toute une génération. Moi mes parents ils parlent que créole avec moi, enfin en tout cas parce que moi je suis né dans l'Hexagone, je suis né à Melun, mais mes parents dans les années 70 ils sont venus travailler dans l'Hexagone, donc je suis né là-bas. Et je suis rentré à La Réunion, je les entendais parler à la maison, mais je ne parlais pas, moi, quand je suis arrivé ici à 10-11 ans. Et donc, je me suis approprié comme ça, dans les cours d'école, au foot, etc. Et, mais pour mes parents, voilà, il n'y avait pas trop de questions autour de ça, parce que ça s'est fait comme ça, quoi. C'était pas dès la naissance, c'était pas, voilà. Mais par contre, quand je me suis lancé un peu dans tout, des écrits en créole, des chansons, ce qu'on appelle des fonds de cœur à La Réunion, donc des textes poétiques, bah, ça a été tout de suite un questionnement de me dire mais pourquoi tu fais ça en créole? Qui va lire ça? Qui va s'amuser à aller essayer de comprendre et faire des films en créole? Pour mes parents, par exemple, c'était une question. C'était se dire mais pourquoi faire des films en créole? Mais personne ne va regarder. Enfin, et donc il y a tous ces trucs-là qui maintenant est balancé parce que mes films existent et que mes parents voient bien que les films ils passent en festival partout dans le monde et que en fait c'est même pas une question. Et par contre moi c'était quand même une question, même si j'avais cette volonté et c'était intrinsèque à mon film, puisque pour moi un père agriculteur et son fils à La Réunion ils sont à 98% créolophones. Enfin je dis un chiffre au pif, mais je pense qu'on doit pas être loin de la vérité. Quand j'allais travailler avec mon père dans les champs, on parlait en créole, donc c'était incompréhensible je pouvais pas me dire on va le faire en français. Donc pour moi, c'était pas une question, mais j'avais quand même ce truc de je me dis peut-être que ça va être, voilà, on sait jamais, peut-être que ça va nuire à sa diffusion ou j'en sais rien. Et quand j'en ai parlé à ma productrice, ça n'a jamais été une question. Elle m'a jamais dit bah non, fais ton film en français ou voilà. Après, il n'y a pas d'enjeu économique, c'est du court-métrage, mais malgré tout. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus avec la production. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve assez important. Et dans tous les films qui se font des gens de notre époque là actuelle, ils sont tous en créole. Et même Marmaille, le premier long métrage qui a eu une distribution nationale, et ben son film est tout en créole. Et voilà, il a même fait parler un acteur, alors je sais plus s'il est martiniquais ou guadeloupéen, désolé, mais il l'a fait parler en créole réunionnais. Il est martiniquais, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses puisqu'on est là? Il se débrouille plutôt bien ou... Pas trop mal, mais on l'entend. En créole réunionnais, on entend que c'est pas un réunionnais qui parle. Mais je trouve qu'il se débrouille quand même vraiment pas mal, parce que ça aurait pu être... Ça a été fait dans un autre court-métrage Adami, je vais pas le citer, où c'est beaucoup moins bien fait. Je vois des demoiselles en train de pouffer derrière discrètement là. Mais il y a eu moins de temps, je pense, moins de temps de travail, c'est un court-métrage et tout ça, mais
Mais là, dans Marmaille, on sent que ça a été travaillé quand même. Oui, tu citais Marmaille, d'ailleurs, on l'a passé au FEMI l'an dernier. Bon, d'ailleurs, il y a eu très peu de monde, c'est dommage. On a beaucoup communiqué dessus, mais bon. Il y a aussi Zamal Paradise de Decapit Kadik, qui est aussi très créolophone et que j'ai également trouvé très bon, hein, à titre personnel. Oui, bah, Decapit, c'est pareil. Je pense que la question du créole dans le film, c'est peut-être pas trop posé. Enfin, j'en sais rien. Le film représente des jeunes des quartiers de Saint-Denis. Voilà, c'est intrinsèque au film, quoi. Il y a même pas de question. Le truc étrange, ce serait de le faire en français. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a l'évidence par rapport à certains sujets, la réalité aussi, le niveau de réalité sociale de certains personnages, tout ça. Maintenant, très rapidement, je me permets de rappeler que, par exemple, j'ai participé à un stage de réécriture à 2 reprises. Le premier, c'était en 2009, en Guadeloupe. C'était le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Et je me rappelle que sur l'ensemble des projets qui étaient guadeloupéens et martiniquais, on était encore, à cette époque-là, on était dans une hésitation de l'utilisation du créole. Il ne venait pas de manière si fluide, si évidente, parce qu'on se posait la question des diffuseurs, on se posait la question des boîtes de production, et il y a quelques années, et ça a changé, on en est d'accord, mais il y a à la louche une quinzaine d'années, un petit peu plus, où c'était pas du tout une évidence d'aller vers cette écriture-là. Mais bon, maintenant la question est réglée. À propos de la langue créole, ça, on parle des films, mais enfin, moi, il y a aussi l'histoire de la langue créole dans les textes, où c'est toujours une question. Je sais que j'étais intervenu avec Cinécourt à Talon-la-Cour, mais c'est aussi le cas, moi, sur mes castings et tout ça, où les comédiens reçoivent le scénario et ils se disent, mais c'est en français ton film? Parce qu'effectivement, il y a aussi cette notion où le film, quand il est écrit à l'étape du scénario et du financement, la question du créole se pose. C'est comment écrire le créole dans les dossiers qui vont forcément passer au CNC en national avec des lecteurs non créolophones et également à La Réunion, parce que La Réunion, la commission du film de La Réunion est constituée à moitié de personnes de La Réunion et à moitié de personnes de l'Hexagone. Donc du coup, il y a forcément des lecteurs qui ne seront pas créolophones. Donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on met ces dialogues-là. Est-ce qu'on les inclut directement dans le scénario? Est-ce qu'on met une note? Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre une note en début de film, en début de scénario, qui indique que les dialogues sont en français là, mais qui seront tournés en créole réunionnais. Ou de les mettre en double, mais c'est toujours très compliqué quand on est lecteur, j'en ai fait l'expérience, de devoir se débrouiller à choisir à chaque fois si on doit lire dans telle ou telle langue. Ça, c'est toujours un peu plus complexe quand on lit des trentaines, quarantaines de dossiers. Donc voilà, il y a aussi cette question-là de la langue qui se pose à l'écriture. Et bon, après, c'est valable pour voilà, quand on dépose un dossier d'un pays étranger en France, c'est le même problème, hein, mais voilà, c'est une problématique en plus qui surgit quand on est de notre territoire. Et moi, ce que je voulais un peu ajouter aussi sur la langue et tout, c'est vrai que nous, comme vous avez pu le comprendre, on a des ateliers d'éducation aux images pour les jeunes. On a la résidence Talon-la-Cour, effectivement, aussi pour les aspirants cinéastes. Donc, c'est une résidence d'écriture. On porte aussi la fête du court-métrage et on essaye de mettre à l'honneur le cinéma de La Réunion pendant une semaine en parallèle d'une progression nationale et internationale. Mais moi, ce que je voulais rajouter aussi, et notamment dans nos stages d'initiation au métier du cinéma court-métrage, en fait, on est aussi confronté à d'autres jeunes qui sont des communautés mahoraises, qui sont mahorais et qui parlent le shimaoré. Et en fait, il y a aussi ces questions-là qui sont à questionner, je pense, dans nos pratiques à La Réunion. Après, aux Antilles, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais à La Réunion, c'est vrai que déjà, la question du créole est une question très importante qui est toujours en train d'être réfléchie, mouvante, etc. Mais c'est vrai que avec les autres communautés qui sont très peu représentées, j'ai l'impression, dans les films de La Réunion et encore moins les films hexagonaux, tout ça, mais voilà, c'est aussi des questions qu'on peut retrouver en termes d'inclusivité et aussi de richesse de création qu'on peut avoir sur les territoires et de se questionner aussi sur comment on intègre les communautés qui sont pas créoles ou qui sont qui
sont pas créolophones et qui ont une autre langue qui est aussi très importante à valoriser dans nos créations, quoi. Comme vous expliquiez que voilà qu'il fallait essayer d'intégrer ces jeunes et ces différentes langues, différentes cultures, etc. Vous concrètement du côté Cinécourt, est-ce que vous avez essayé comment ça se passe dans les ateliers justement? Est-ce que vous avez essayé des choses? Qu'est-ce qui fonctionne ou pas? Je sais pas, avec passeur d'image ou enfin. Là, ce qui me vient en tête notamment, c'est en 2024, en fin 2024, on a fait un atelier en partenariat avec une association de Mayotte qui s'appelle Mayotte Film Office. Et en fait, on a réussi à monter un stage d'initiation au métier du cinéma en partenariat avec cette association. Et du coup, il y a 5 jeunes de Mayotte qui sont venus travailler avec une dizaine de jeunes réunionnais, réunionnaises, et qui ont travaillé justement pendant l'écriture de leur film sur cette question de cultures différentes et en même temps pas tant, qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous sépare, quels sont ces questionnements-là. Ils ont fait un super film qui s'appelle Break, qui travaille aussi, c'est un film sur un jeune qui fait du break dance, évidemment, et un jeune Mahorais qui vient à La Réunion pour passer une compétition de break, et il rencontre un jeune homme qui, lui, fait de la musique du kayam, donc un instrument de musique de La Réunion. Et voilà, donc ils ont tissé toute une histoire en fait sur qu'est-ce que ça veut dire de se rencontrer culturellement, et en même temps qu'est-ce que ça veut dire de pas d'avoir des différences, etc. Et du coup le film est en créole réunionnais avec aussi un personnage qui parle shimaoré de temps en temps, donc et du français. Et voilà, donc on essaye de porter ce genre d'initiative. Et sinon, de manière générale, évidemment, nous, les stages, c'est vraiment du collectif. En fait, c'est des jeunes qui se rencontrent, qui vont rester ensemble pendant 2 semaines, ce qui peut être très court et très long en même temps. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent pendant ces 2 semaines-là. Et nous, on se repose énormément sur eux et sur leurs forces vives et leur proactivité. Donc, évidemment, s'il y a un de nos jeunes ou plusieurs de nos jeunes pour qui c'est important de parler de ces questions-là et qui ont envie en fait d'intégrer du shimaoré dans leur film ou d'autres langues, etc., on est aussi là pour les écouter et justement essayer aussi de travailler au maximum avec eux sur la déconstruction des stéréotypes, que ça soit des stéréotypes mis à l'image, mais aussi des stéréotypes sociétals qu'on peut rencontrer. Et on essaye aussi vachement de travailler là-dessus. Notamment, là, l'autre fois, on a fait aussi un stage autour de la thématique de la lutte contre le racisme et la xénophobie à La Réunion. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des sensibilisations, et on se dit que l'outil cinéma, au-delà d'apprendre un métier et de créer des vocations, c'est aussi un outil d'expression. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait, de leur donner ces clés-là pour qu'ils puissent l'utiliser pour après parler de sujets qu'ils connaissent et qu'ils ont envie d'approfondir. Donc voilà, il y a tout ce travail de transmission aussi qu'on essaye de faire généralement. Je me permets de poser une autre question. C'est peut-être une question un peu bête, mais en travaillant pour Collège au cinéma dans le Pays Basque, j'ai découvert qu'ils avaient une programmation en basque. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous, comme vous vous occupez aussi des dispositifs scolaires, est-ce que l'intégration de films en créole ou en d'autres langues pratiquées à La Réunion, c'est quelque chose qui est envisageable, possible ou déjà fait, et voilà. Moi, je veux bien répondre en partie par rapport à mes films. Par exemple, sur... alors, je sais plus c'est Unicité, je crois, c'est avec Unicité. Avec qui travaille, avec la court-métragerie qui distribue mes films, et pas que, mais voilà, en l'occurrence, je parle de ça, là. Et mes films ont été diffusés, ainsi que beaucoup d'autres films en créole, dans les lycées, dans beaucoup de lycées de La Réunion, où ils ont des services civiques, Unicité, qui se rendent dans les établissements scolaires et qui organisent des projections le midi, sur des temps libres un peu des lycéens. Et souvent, ou tant que possible, les réalisateurs peuvent être invités, et du coup, il y a un temps d'échange. Donc, il y a vraiment, et il y a vraiment ce temps-là qui existe. Et c'est très souvent, du coup, des films quand même assez récents, on va dire, de ces 7-8 dernières années, parce qu'avant, la production en court-métrage était assez chiche quand même. Et du coup, ces films-là sont, en l'occurrence, comme on disait tout à l'heure,
presque quasiment tous en créole réunionnais, quoi. Donc il y a au moins cette diffusion-là. Je sais pas si Solène et Valentine ou même Guillaume peuvent en parler sur d'autres aspects, mais voilà, il y a au moins ça. Oui, non, j'ai rien à ajouter en particulier. On a la même dynamique du côté des Antilles et de la Guyane sur ces 10 dernières années de manière extrêmement nette. Et de toute façon, on est face à un public local, et je pense que c'est pareil à La Réunion, qui n'est pas à convaincre. Ce public, il est tout à fait disposé à regarder des films dans ces langues vernaculaires, et qui sont, encore une fois, le quotidien dans lequel on baigne, tout simplement. Alors, on ne parle pas que le créole tous les jours, hein, je précise, mais on est dans cette diglossie, dans cette coexistence des créoles et de la langue française chaque jour, tout simplement. D'ailleurs, à titre indicatif, et je le dis avec un peu d'humour, dans la mesure où j'ai grandi en Guadeloupe, je parle le créole, je le parle, je le comprends, je le lis, je l'écris, etc. C'est un atout de savoir parler créole quand on enseigne en Guadeloupe. C'est un atout réel. Du point de vue de la capacité à attirer l'attention, créer de la complicité, ou au contraire rabrouer de manière un petit peu abrupte dans des modalités qui sont parfaitement identifiées par les élèves et les étudiants. Donc oui, il est assez logique qu'on ait un retour des langues créoles dans ces productions, ce faisant. Alors nous, c'est pas nous qui portons les dispositifs collège et lycée au cinéma. Nous, on est beaucoup sur le hors temps scolaire, même si on a quelques actions en temps scolaire, comme Écrita Série, qui est d'ailleurs un dispositif du CNC. Et par contre, ce qu'on fait et comment on rencontre le public, déjà, juste pour info, il y a Marmaille qui est dans le catalogue national des plein air passeurs de Archipel des Lucioles. Donc là, il y a des projections qui peuvent être proposées partout en France en plein air. Donc voilà. Et nous, ce qu'on porte aussi à Cinécourt, c'est le dispositif Dessiner la vie, qui est aussi un dispositif passeur d'images à destination des jeunes suivis par la protection judiciaire qui sont sous main de justice. Et en fait, nous, on a fait une adaptation à La Réunion qui s'appelle Dessiner la vie pays. Et l'objectif, c'est que ces jeunes puissent voir des courts-métrages, discuter de films et de sujets sociaux. Et nous, on a fait toute une programmation de films de La Réunion. Et en fait, ça marche super bien parce qu'en fait, ces jeunes-là n'ont pas forcément l'habitude de voir du cinéma en créole. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de tisser des liens, de nouer et de communiquer avec eux et d'avoir en fait des discussions qui sont beaucoup plus faciles. Et aussi, et eux, ça leur permet aussi de se dire, en fait, je peux parler créole, je peux parler comme j'ai envie, et c'est trop bien. Et aussi, c'est des films où ils peuvent reconnaître des quartiers, des choses qui peuvent les toucher personnellement, des histoires en fait qu'ils connaissent et sur lesquelles ils peuvent s'identifier. Donc ça marche très très bien. Après, comme l'a dit Guillaume, effectivement, à La Réunion, même s'il y a des effets hyper bénéfiques sur le public réunionnais et réunionnaise, c'est vrai que évidemment, c'est un public qui est déjà très concerné et qui a très envie de voir des films de La Réunion et d'autres territoires ultramarins, c'est sûr. Mais voilà, l'enjeu, je pense, de la diffusion, et malheureusement, nous, on n'est pas distributrice, c'est pas notre travail, mais on travaille très en lien avec la court-métragerie, qui est une agence de distribution de courts-métrages de La Réunion et de la zone océan Indien, et qui font un travail exceptionnel pour faire rayonner le cinéma de La Réunion et de la zone dans les festivals nationaux, internationaux, sur les chaînes de télévision. Et en fait, nous, on est persuadés que ce rayonnement doit passer par là, et que l'autre fois, on est allé à Clermont, et à Clermont-Ferrand, il n'y avait pas de film de La Réunion, et même plus généralement, je crois qu'il y avait très très peu de films des territoires ultramarins, très peu de représentation. Et il y a un moment où en fait c'est pas possible. Enfin, c'est aussi en diffusant nos films qu'on va arriver à renverser la balance et plus être dans un espèce de système d'inégalité et de stéréotypes toujours remis en place. Et le cinéma est vachement vecteur de ça. Donc voilà, c'est un vrai enjeu qui est existant avec des initiatives qui sont mises en place. Mais il y a encore du travail. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, pour rebondir du coup sur la question dont vous parliez de
de la distribution, de la diffusion, etc., et donc de la programmation de ces films, qu'ils soient réunionnais, ou guadeloupéens, est-ce que vous avez l'impression que, entre guillemets, l'éloignement géographique peut vous servir ou vous dessert dans le rayonnement de ces films, que ce soit en France hexagonale, ou alors, on parlait tout à l'heure de pas mal de personnes américaines qui avaient l'air de venir, Guillaume, pour le FIFA, pardon, pas le FIFA, pour le FEMI, pardon, les festivals se confondent, pardon, pour le FEMI, est-ce que voilà, ces différences géographiques, je sais pas comment vous les percevez? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment répondre à la question. Bon, déjà, il y a l'éloignement géographique. Il peut avoir des aspects péjoratifs. Sur certains points, l'éloignement géographique peut nous poser problème. Je vais parler, en ce qui me concerne, plus du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Je parlais du fait que dans un certain imaginaire, une certaine manière de fonctionner, de culture comportementale en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane, pendant longtemps, on n'a pas trop voulu passer par les canaux institutionnels, en tout cas pas suffisamment, dans cette idée qu'on faisait ça un petit peu à notre manière, par les chemins de traverse, par les traces, comme disait Édouard Glissant, les centres comme ça, les sentiers, on ne prend pas la route, la route coloniale, on fait notre affaire, on marronne, tout ça. Ça fait qu'on a été trop peu en contact des institutions avec lesquelles il fallait et il faut de toute façon œuvrer pour faire avancer le développement de nos secteurs audiovisuels. Mais il y a aussi l'éloignement géographique, c'est-à-dire que il y a aussi eu pendant longtemps une méconnaissance d'un ensemble de mécanismes parce qu'on est loin. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si ça répond à la question, mais de ce point de vue-là, l'éloignement géographique, c'est une réalité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, une réalité qui peut impliquer une méconnaissance, et puis pas qu'une méconnaissance. Lorsque vous habitez la région parisienne, j'ai habité pendant une vingtaine d'années à Paris, en tout cas une grande partie de chacune de ces années. Si vous déposez un dossier dans une institution, si vous avez l'impression que personne ne vous répond au téléphone, vous prenez un ticket de métro et puis vous allez frapper à la porte. Quand on est dans les territoires qui sont comme ça éloignés, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, l'éloignement géographique comme avantage, donc là pareil, je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui, je pense qu'on peut en jouer. D'ailleurs, on en joue efficacement. En particulier, je reviens sur cette série pour laquelle je n'ai pas une affection particulière, mais Meurtre au paradis, tourné ici à Des en Guadeloupe. Là, on est sur la 15e saison. C'est quand même pas rien. Il est évident que ce tournage qui vient de l'extérieur et puis qui s'inscrit dans le temps, c'est parce qu'on a réussi à mettre en avant la particularité de nos paysages. Alors, dans une manière de les filmer qu'on peut juger exotisante ou touristisante, il ne faut pas s'en cacher, mais en tout cas, on a mis en avant une particularité. Plus largement, cet éloignement géographique, pour reprendre votre expression, je pense qu'on peut en jouer sous l'angle de l'originalité. C'est-à-dire que nous avons tellement d'histoires qui n'ont toujours pas été mises en images, il y a tellement de choses du côté des Antilles ou de la Réunion ou de la Guyane, que ce soit lié à l'histoire de ces territoires, à leurs contes traditionnels, à leurs croyances magico-religieuses, à nos réalités socio-culturelles de tous les jours, etc. Et il y a tellement d'histoires qui n'ont pas encore été mises en images, qu'on a un véritable vivier d'histoires du fait de nos particularités, tout simplement, socio, historico, linguistico-culturelles, qui sont donc aussi liées à cet éloignement géographique, pour revenir sur l'expression. Et je crois qu'on peut jouer vraiment de l'originalité, c'est-à-dire aller aujourd'hui vers des institutions et dire, mais nous avons des histoires que vous ne connaissez pas et qu'on n'a jamais vues. Dans un système de production français, dans lequel, je me permets de le penser depuis longtemps, les histoires hexagonales ont déjà été dites et redites. On est face à un système qui tourne sur lui-même depuis très longtemps, avec le risque de la pénurie, avec le risque de la prévisibilité des histoires. Ces territoires dits d'outre-mer, ils ont ce facteur originalité. Ça, je le pense très sincèrement. Comme on peut le dire d'autres territoires du monde.
dans lesquels la production audiovisuelle a été peu développée à ce jour. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Si, absolument. Merci en tout cas à vous pour votre temps. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de fin. Je vous laisse la parole. Moi, je ne sais pas comment conclure, donc je veux bien. En tout cas, merci par rapport à cette discussion. Après, c'est vrai que les 2 heures, du coup, elles sont passées tellement vite que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui pourraient être dites encore, mais voilà. Voilà, j'avais d'autres trucs à dire à un moment et on a changé de sujet, mais voilà, sur la difficulté aussi à tourner à La Réunion. Je voulais juste prendre mon exemple personnel dans ce moment où l'afflux de grosses séries, de gros films mastodontes, on peut dire à notre échelle, de tournage ou de séries qui se déroulent sur 8-9 semaines, qui se chevauchent avec d'autres séries de France Télé en même temps. Et moi, je suis là-dedans au milieu avec mon court-métrage. Et on rencontre des difficultés, notamment de constitution d'équipes techniques. Donc voilà, il y a d'autres trucs comme ça qu'on n'a pas évoqués, mais c'est vrai que on pourrait en parler longtemps encore sur plein d'autres aspects. Mais il y a aussi cet aspect-là un peu de phagocytage où à un moment donné, effectivement, les gros trucs qui débarquent prennent énormément de place dans le paysage audiovisuel, qui s'est étoffé quand même pas mal ces dernières années, mais qui finalement, dans ces cas de figure-là, manque encore de personnel, quoi, malheureusement. Voilà, mais je vais juste finir là-dessus sur ce petit point-là et je vous remercie en tout cas d'avoir pu traiter ce sujet-là parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, sauf entre nous. Mais donc là, c'est bien aussi que ça dépasse un peu que ça dessaute la mer justement, comme on disait tout à l'heure. Entre nous, on a rarement l'occasion d'échanger sur ces questions-là et en tant que chargé de cours, en tant qu'ancien doctorant, etc. Je remercie le système universitaire, je vous remercie en tant qu'université de nous donner un espace d'expression de ce type-là, parce que je suis intimement convaincu que c'est aussi comme ça que nos questions gagnent en légitimité ou en importance. Je suis, je crois, le seul en Guadeloupe à être absolument convaincu que faire des films, c'est la première étape absolument nécessaire. Hein. S'il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma. S'il n'y a pas de film, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de livre sur le cinéma, bien sûr. Mais nos cinémas qui ont une certaine difficulté à être entendus et à être diffusés, on leur donne aussi de plus en plus de poids et d'importance, aussi en écrivant des critiques dessus, en écrivant des livres dessus, en faisant de la recherche universitaire dessus. C'est aussi par ces biais-là que ces cinémas peuvent être défendus, entendus, et encore une fois, même si le mot peut être discuté, légitimé. Donc merci à vous pour cet échange aujourd'hui. On vous remercie aussi l'Archipel des Lucioles, le master didactique des images et Guillaume aussi, parce que c'est super intéressant pour nous aussi d'avoir un aperçu de ce qui se passe en Guadeloupe et de voir en fait les situations communes qu'on vit, mais aussi nos différences. C'est super enrichissant et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir que ce qui se passe sur nos territoires intéresse aussi les étudiants en master dans une université parisienne. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et puis, j'espère que vous n'avez pas le générique de Meurtre au paradis comme moi dans la tête. Du coup, pour finir cette table ronde. Et sur ce, bonne soirée. Merci encore. Et je termine juste en rappelant en remerciant déjà vraiment beaucoup Mina et Rosemary pour qui c'était la première modération et qui ont fait ça comme des chefs. Je rappelle, donc on parlait de ressources et d'échanges et de l'importance de parler de ce sujet-là, etc. Donc on aura en ligne la table ronde sous forme de podcast sur le site de l'Archipel des Lucioles. Donc évidemment, on vous l'enverra pour diffusion maximale sur la planète entière, on peut le dire. De tous les océans et les mers et les îles possibles. Donc n'hésitez pas évidemment à faire circuler. Et puis merci encore à toutes et à tous de vous être rendus présentes et présents malgré les décalages horaires, etc. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci d'avoir suivi cette séance de l'Observatoire des enjeux vivants de l'éducation aux images. Vous pouvez retrouver les prochaines rencontres et les ressources associées sur le site de l'archipel des Lucioles. À bientôt pour une nouvelle exploration.